Avec de la bonne humeur, la région en direct depuis la foire de Montpellier et Languedoc-Roussillon. Vous nous rejoignez chez vous depuis larégion.fr. Soyez les bienvenus. Une après-midi à nouveau ici sur la foire de Montpellier, le stand de la région Languedoc-Roussillon où on accueille des producteurs. Et aujourd'hui, on parle... Et aujourd'hui, j'en avais pas terminé, mais c'est pas très grave, ce sera pour le bêtisier à retenir. Aujourd'hui, les producteurs nous présentent leur domaine. Il y a le domaine du Temple, il y a Mascoris, il y a Sam et le domaine de Massilian. Mais pour l'heure, c'est la chronique que vous attendez. C'est près de chez vous, animé par Virginie Angelini. C'est maintenant. Virginie, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, aujourd'hui, avec vos invités, vous allez nous parler des ports antiques de Narbonne. C'est ça, Narbonne, il y a 2000 ans, il y avait un port antique, des ports antiques, et nous avons des invités autour de cette table pour évoquer cette époque, des archéologues. 3 invités, Corinne Sanchez, donc vous êtes chargée de recherche au CNRS, archéologue, et vous êtes responsable du chantier de fouilles des ports antiques de Narbonne. Bonjour Corinne. Stéphane Monet, également archéologue, directeur de recherche au Centre national pour la recherche scientifique. Vous êtes également, vous travaillez sur ce chantier. Bonjour Stéphane. Et Ambroise Lassalle, vous êtes conservateur du musée régional de la Narbonne antique. Bienvenue, bonjour. Les micros. Donc tout d'abord, pour commencer, on va parler un petit peu avec vous, Corinne, du projet global, de ce projet de recherche. Narbonne antique, ça a été fondé au IIe siècle avant Jésus-Christ. C'était considéré comme le 2e port de l'Empire romain après Ostie à Rome. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la Narbonne antique et ces ports antiques de Narbonne, puisque c'est un système de ports? Alors d'abord, Narbonne est une fondation, c'est-à-dire la première fondation romaine hors d'Italie en 118 avant Jésus-Christ, donc bien avant la conquête des Gaules. Donc Narbonne est romanisée bien avant le reste de la Gaule. Donc Narbonne est aussi réputé pour être un des plus grands ports de la Méditerranée, le second port de Méditerranée occidentale après Ostie, qui est quand même le port de Rome. Alors ce système portuaire de Narbonne, on parle de système portuaire puisque Narbonne est à 10 km de la mer, donc on n'est pas directement sur la mer. Narbonne était reliée à la lagune par le fleuve Aude et donc on avait tout un système pour que les bateaux qui arrivent de haute mer et qui rentrent dans la lagune puissent transvaser leurs marchandises sur des barques à fond plat qui, elles, pouvaient remonter le fleuve jusqu'à la ville. En sachant que Narbonne était effectivement une plaque tournante du commerce antique, puisque Narbonne est entre l'Italie et l'Espagne, et c'est aussi l'ouverture vers la côte atlantique. Donc à partir de Narbonne, on pouvait rejoindre la côte atlantique également. Donc la Narbonne antique, c'était quelque chose qui était connu. Là, les projets de fouilles, c'est un projet collectif qui a démarré en 2005, qui s'est intensifié en 2010 grâce à une convention entre le CNRS et la région, et d'autres partenaires, comme le ministère de la Culture et Montpellier 3, l'Université Montpellier 3. Ce projet de recherche, qu'est-ce qu'il a pu mettre à jour? Justement, c'est tout le système des ports antiques de Narbonne, c'est ça? Oui, tout à fait. Disons qu'il y avait jusqu'à présent un décalage entre cette réputation de Narbonne dans les textes antiques, comme un des plus grands ports de la Méditerranée, et les découvertes archéologiques. Donc depuis à peu près un siècle, on cherche ce port de Narbonne, on a quelques débarcadères de connus, et à travers justement le développement des fouilles archéologiques, on a fait le zoom sur 3 chantiers de fouilles qui correspondent également à des débarcadères antiques. Un premier chantier donc à Port-la-Nautique, c'est ça? Un chantier à Port-la-Nautique qui est un site important qui a fonctionné sur un siècle, et il faut savoir donc que le port de Narbonne, c'est du 2e avant au 5e siècle après Jésus-Christ pour l'époque romaine, donc c'est une durée très longue. Donc Port-la-Nautique est effectivement un port, on va dire, provisoire. On va voir ensuite le site du Castellum Mandirac, qui est l'embouchure du fleuve Aude, qui lui est aménagé également pour le transfert des marchandises entre le 1er et le 5e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est une des principales zones portuaires. Et il a succédé en fait à Port-la-Nautique en fait. Tout à fait, ça a succédé à Port-la-Nautique. Et ensuite on a d'autres systèmes de ce qu'on appelle des avant-ports, donc c'est-à-dire des endroits où on peut transférer également des marchandises, comme l'île Saint-Martin qui a également un rôle particulier comme contrôle également à l'entrée des étangs. Donc tout d'abord, avant de parler plus précisément de chaque chantier, nous allons regarder une petite vidéo, ce qui se passe à Port-la-Nautique justement, ce premier chantier de fouilles qui est le plus ancien, qui a duré le moins longtemps. Une petite vidéo pour voir un petit peu ce qui a été trouvé. Donc nous nous trouvons ici sur le site de Port-la-Nautique qui est un des principaux débarcadères de Narbonne antique.
C'est un port qui fonctionne sur une durée assez courte, entre les années 30 avant et 70 après Jésus-Christ. Alors ce site est extrêmement important par sa superficie. On a à la fois des vestiges subaquatiques, c'est-à-dire énormément d'amphores qui ont été retrouvés dans le port suite à des accidents de transbordement, mais également on a énormément de vestiges terrestres. Alors ce site est également important par rapport à d'autres découvertes assez exceptionnelles, et notamment celle d'un vivier gallo-romain qui fait 67 mètres de diamètre. C'est un des plus grands viviers connus puisqu'il fait à peu près 3500 mètres carrés. Donc la villa qui fonctionne avec ce vivier est encore à découvrir. On se doute qu'elle est juste au-dessus de ce vivier et à l'heure actuelle, on est dans une zone de pinède. Et bien entendu, dans les prochaines années, il faudra investir cette parcelle et faire plusieurs sondages pour voir l'état de conservation de cette villa et effectivement comment elle s'organise. Alors comme nous travaillons la plupart du temps dans des zones humides, notamment pour le vivier, nous sommes obligés pour sécuriser les sites de les recouvrir, c'est-à-dire qu'ils sont enfouis. Et pour leur mise en valeur, l'objectif est effectivement de les valoriser à l'intérieur d'un musée, et notamment donc le musée régional de Narbonne Antique. Donc le site de Port-la-Nautique, où il y a eu de très belles découvertes, notamment un vivier monumental. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Corinne ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, un mot sur l'ensemble de Port-la-Nautique. Donc Port-la-Nautique est un débarcadère avéré, à la fois par les découvertes subaquatiques, où on va avoir des déchets de transbordement des navires, par les découvertes également terrestres, puisqu'on a des grands entrepôts, et notamment des entrepôts pour le commerce du vin en vrac. Et on va avoir également ce fameux vivier, qui est une des belles découvertes inédite justement du programme, c'est-à-dire que sur les photographies aériennes, on voyait une grande dépression qui faisait à peu près 67 mètres de diamètre, qui était un peu trop petite pour un port, mais un peu trop grande pour un vivier, donc un bassin à poissons. Et finalement, c'est bien un vivier pour les poissons, mais c'est un vivier d'agrément. Et un vivier monumental, un vivier comparable à celui de Tibère, donc en Campanie. Là, on a un très très grand vivier, effectivement, mais qui est 3 fois plus petit que celui de la Nautique. Donc là, c'est vraiment, on peut l'appeler un vivier monumental. Ce sont des très très grandes dimensions, c'est-à-dire, donc, comme je vous le disais, quasiment 70 mètres de diamètre. Au centre de ce vivier, donc, vous aviez une salle à manger centrale. Et donc, tout autour de vous, dans le bassin, il y avait des poissons qui étaient à la fois visuels, c'est-à-dire que c'est pour le plaisir de regarder les poissons que les invités se mettaient sur cette salle à manger, et également pour les consommer. On a retrouvé des restes de tous ces poissons, de cette consommation. Oui, c'est ce qui est exceptionnel parce qu'on connaît plusieurs viviers en Italie, mais jamais avec les restes de poissons. Dans les textes nous disent que ce qui est le plus remarquable, c'est d'avoir par exemple des murènes, et on va avoir ces murènes qui sont encore, donc des restes de ces murènes qui sont conservés dans ce bassin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement, parce que c'est quelque chose qu'il faut un petit peu montrer, c'est qu'il y a plusieurs spécialités chez les archéologues, vous avez chacun un travail, chacun vraiment un domaine de prédilection, vous êtes plutôt spécialiste des céramiques, mais pour étudier ce genre de chantier, il faut différents profils. Stéphane n'a pas le même profil que vous, vous étudiez chacun des axes différents, là sur le chantier, il y a combien de profils ? Alors, il faut savoir qu'on est environ une 50aine de chercheurs et de collaborateurs et qu'il y a une 20aine de disciplines différentes qui sont associées. C'est-à-dire que lorsqu'on trouve des vestiges, il y a l'étude architecturale des vestiges et puis il y a tous les restes. Donc, comme vous disiez, on trouve énormément de fragments de céramique qui correspondent à des vases comme les amphores pour transporter des marchandises. Mais on va avoir également ici les restes de poissons. Donc, on a des spécialistes des restes de poissons qui, à partir d'une arête, vont pouvoir vous dire si c'est une murène, un muge ou une sardine. Qu'est-ce que ça veut dire, ce vivier monumental? Qu'est-ce que vous imaginez? Parce qu'il y a ce vivier, il y a les entrepôts, il y a peut-être quelque chose derrière, au-dessus. Alors, effectivement, on sait qu'on a les zones d'entrepôt. Mais la présence de ce vivier, un vivier de telle dimension ne peut correspondre qu'à un vivier d'une villa maritime et d'une villa impériale, c'est-à-dire qui appartient à l'empereur ou à la famille de l'empereur. Donc on est à la Nautique en présence en fait d'un des personnages les plus importants de l'Empire romain, soit quelqu'un qui appartient à la famille de l'empereur, soit l'empereur lui-même qui est venu, on le sait, en 27 avant pour organiser la province de Narbonnaise. D'accord. Le vivier, ça sont les fouilles qui se sont déroulées jusqu'à cette année. On va passer ensuite derrière, parce qu'il y a une nouvelle campagne de fouilles, en tout cas une nouvelle convention qui vient d'être signée entre la région et le CNRS et les différents partenaires, notamment le musée régional de la Narbonne Antique. Ça veut dire qu'il y a d'autres projets de fouilles sur ce secteur ?
Oui, tout à fait. Le fait d'avoir trouvé le vivier indique qu'il y a une villa qu'on ne connaît pas encore, puisqu'on n'avait pour l'instant que les entrepôts. Et entre les entrepôts et ce vivier, on a 300 mètres en façade maritime qui restent encore à fouiller. Donc là, on prévoit tout d'abord des prospections, donc des prospections géophysiques qui sont des méthodes non destructrices pour avoir une première idée de ce qu'il y a dans le sous-sol. Et dans le cadre du nouveau protocole avec la région Languedoc-Roussillon, nous allons continuer les fouilles sur le plateau de la Port-la-Nautique pour essayer de mieux définir cette villa maritime, son état de conservation et ce qu'elle va apporter pour l'interprétation du site. Il y a eu des difficultés pour fouiller ce site. Je ne sais pas qui veut un peu raconter la petite histoire. C'était pas simple. Fouiller, ça nécessite justement de fouiller des zones qui sont conservées, qui sont protégées, mais des zones aussi qui appartiennent à des privés. On en parlait justement avec Stéphane Monet. C'est pas toujours évident de pouvoir avoir les autorisations de fouiller sur ce site-là. Ça a été un petit peu le souci. Non, au contraire, sur tous les sites sur lesquels nous sommes intervenus, alors soit c'était effectivement des sites qui appartenaient au Conservatoire du littoral, donc là on a fait une convention également pour pouvoir travailler sur ces sites, pour respecter également ces espaces protégés. C'est le cas également de l'île Sainte-Lucie. Et ensuite, lorsque ce sont des privés, on ne peut pas intervenir chez des privés s'ils ne sont pas d'accord. Et systématiquement, nous sommes tombés sur des gens qui ont été d'accord pour qu'on puisse faire des fouilles et qui nous ont au contraire laissé fouiller dans des zones effectivement qui ne sont pas faciles puisqu'on est dans des zones humides. Et donc effectivement, il faut faire très attention. Les terrains sont très instables. L'eau est toujours là et c'est aussi un atout pour nous parce que toutes les matières organiques sont conservées. Si on était dans des zones sèches, ce qui est habituel, le bois, par exemple, a complètement séché, on ne le retrouve pas. Donc là, on va retrouver toutes les constructions en bois, mais on va également retrouver les graines qui sont conservées également. Donc là, on a tous les paysages qui peuvent apparaître à travers les études spécialisées également des archéologues. Donc ça, c'est pour le site de Port-la-Nautique. Il y a un deuxième site qui lui a succédé dans le temps. C'est le site qui est proche du Castellou, vers la route de Mandirac. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé sur ce site-là? Je ne sais pas, on peut peut-être passer la parole à Stéphane pour... Je crois que c'est Corinne qui l'a fouillé. Oui, c'est Corinne qui l'a fouillé le plus. Elle racontera peut-être mieux que moi. Moi, ce que je voulais juste ajouter, c'était que le Languedoc, il a la particularité d'être évidemment très lié à la mer et également d'être constitué de milieux lagunaires. C'est la raison pour laquelle les installations antiques, les ports antiques sont profondément enfouis et c'est ce qui a protégé ces aménagements. Et il est vrai qu'un des grands enjeux aujourd'hui du tourisme, du patrimoine et de l'économie, c'est d'approcher ces touristes qui sont là sur les plages et de leur proposer d'autres activités que la plage, donc de diversifier l'offre. Et je crois que la région a très bien compris que ces recherches scientifiques permettaient aussi à la fois de pouvoir mettre en place un musée très important à Narbonne, mais aussi d'enrichir l'offre culturelle et touristique. Et là, nous, on est très contents de participer à ça avec nos recherches de terrain. Donc, pour passer au second site qui a succédé à celui de Port-la-Nautique, une petite vidéo également qui a été réalisée il y a quelques temps. Nous travaillons aujourd'hui dans le cadre d'un projet collectif de recherche sur les ports antiques de Narbonne. En effet, il y avait jusqu'à présent un décalage entre la réputation du port de Narbonne, qui était un des plus grands ports de l'Antiquité, et la réalité archéologique. Alors nous nous trouvons ici sur le site de l'île Saint-Martin à Gruisson. Donc dans l'Antiquité, nous sommes ici à l'entrée des Gros, en face de l'île Sainte-Lucie. Donc tous les bateaux qui arrivent de la Méditerranée et qui veulent rentrer dans les étangs de Narbonne passent devant le site de Saint-Martin. Alors Saint-Martin est un site de contrôle des marchandises. On a très certainement ici une préfecture maritime. Et les bateaux, lorsqu'ils rentrent dans les étangs, viennent s'enregistrer sur le site de Saint-Martin. C'est également un site où on a trouvé d'énormes citernes, donc des citernes à eau, qui permettent également à ces bateaux de refaire le plein d'eau douce avant de repartir là aussi vers d'autres destinations. Donc l'île de Saint-Martin, vu sa situation, est également un site particulier puisqu'il y a un bâtiment en grand appareil qui est très certainement un bâtiment administratif, mais qui a également une fonction d'amer puisqu'il pouvait monter très très haut et il servait également donc de repère pour les marins qui rentraient dans les étangs. Le site de Saint-Martin, à côté de Gruissan. Donc, pour nous en parler, Stéphane Monet, qu'est-ce qu'on a trouvé sur ce site? Qu'est-ce qu'il représente? Alors, ce site, il est très particulier. Il est installé donc sur un versant du relief de Saint-Martin, de l'île Saint-Martin. Et en quelque sorte, il maîtrise l'entrée des navires sur l'étang de l'Ayrol depuis le Gros de Vieille-Nouvelle. Donc c'est un repère, c'est un amer qui permet aux bateaux venant d'Espagne et venant également d'Arles, d'Agde ou de Béziers
C'est un amer qui permet donc aux bateaux de se repérer. Et c'est en quelque sorte, là, effectivement, la porte d'entrée du système portuaire. En tout cas, nous, c'est la façon dont nous l'interprétons. On attend des vérifications et surtout la confirmation par une découverte épigraphique. Mais c'est épigraphique. C'est-à-dire une inscription qui permettrait de mettre des mots sur des hypothèses, qui nous permettrait de savoir quel est le statut de cet Des inscriptions sur des pierres? Oui, sur plaques de marbre, essentiellement dans cette région de Narbonnaise. Donc c'est probablement le maillon essentiel parce qu'il est proche de la mer et parce qu'il peut justement servir de point d'arrêt pour les très gros bateaux qui désirent s'arrêter à Narbonne pour faire de l'eau, pour déposer des voyageurs ou prendre de la documentation administrative sans qu'ils aient besoin de pénétrer plus avant dans le système portuaire qui, comme est un système lagunaire, c'est quand même très compliqué de naviguer. Il faut des bateaux pilotes. Oui, voilà. Il n'y a pas beaucoup de fond, il y a des courants. Quand le vent du nord souffle, les bateaux ne peuvent pas rentrer dans le système portuaire. Ils n'y arrivent pas. À la voile, c'est tout à fait impossible. Donc nous pensons que Saint-Martin est un abri qui est offert à ces bateaux. Avec du ravitaillement, vous le disiez, avec des citernes où les bateaux du coup venaient recharger. On a trouvé également le côté bâtiment administratif, des thermes sur ce site-là. Donc il y avait vraiment une vie, une cour, des boutiques peut-être. Alors ça semble être un centre effectivement administratif avec peut-être un bâtiment public au milieu, un grand appareil. Des thermes. Grand appareil, ça veut dire en gros blocs. C'est des blocs qui font à peu près la taille de la table, qui pèsent 1,5 tonne, 2 tonnes. Donc un bâtiment de plan tout à fait particulier avec des thermes qui permettent aux voyageurs, aux marins de s'adonner à l'hygiène tout simplement. Et puis également une cour avec probablement des boutiques, des entrepôts. Donc ça ressemble beaucoup à un bâtiment administratif. Alors l'hypothèse la plus intéressante pour moi, c'est on pourrait être en présence en réalité du siège de ce qu'on appelle le 40e des Gaules. 40e des Gaules, c'est toutes les marchandises qui rentrent en Gaule payent un impôt de 2,5%. Oui. Et ça va dans les caisses évidemment de l'Empire. Et cet impôt est perçu dans les grands ports, Marseille, Arles, Fréjus, Narbonne. Et évidemment, on peut penser que les marchandises, les marchands venaient s'acquitter ici du montant de ces transactions pour toutes les marchandises qui rentraient à Narbonne. Ça, c'est une hypothèse qui, je pense, est très intéressante. Et une contrainte sur la parcelle à fouiller c'est une parcelle qui est au milieu des vignes. Vous pourriez fouiller plus largement. Mais il faudrait pour ça qu'on ait l'autorisation des propriétaires. Donc peut-être un jour ça viendra, mais il faudra élargir parce que là, nous avons fouillé 2500 mètres carrés. Et il faudra doubler la surface pour comprendre réellement à quoi nous avons affaire. Ouais. Et donc là, dans la prochaine campagne de fouille, le prochain chantier, on va fouiller quoi? Vous allez chercher quoi? Sur quelle zone? C'est les citernes plutôt, c'est ça? Là, on va s'attacher, mettre vraiment au jour les citernes qu'avait commencé de fouiller Corinne il y a quelques années. Donc on va les dégager entièrement. Et on va essayer de comprendre comment elles sont reliées au site et de quelle façon elles peuvent alimenter éventuellement des bateaux qui viendraient sur leur bordure probablement plus occidentale parce qu'on a eu des prospections magnétiques qui montrent que du côté de l'étang, donc dans l'axe des citernes, il n'y a pas de possibilité. Quand vous dites des prospections magnétiques, on peut revenir 2 minutes justement sur les conditions de travail des archéologues. Vous êtes tous les deux archéologues, vous avez donc une 50aine de personnes qui travaillent avec vous. Moi, ce que j'ai vu sur certains chantiers, c'est que c'était de l'eau saumâtre, c'était des moustiques, etc. Mais donc vous grattez, ça c'est une partie de votre travail. C'est dans la terre, c'est dans la boue, c'est compliqué. Alors, il y a tout ce travail, et puis à l'opposé, il y a toutes les sciences auxquelles nous faisons appel. Il s'agit de la physique, de la chimie, de la biologie, puisque l'ensemble des restes organiques qui sont retrouvés sont analysés par des spécialistes, la plupart du temps rattachés au CNRS. Et puis on a également des spécialistes, ingénieurs qui travaillent sur l'image au sol, les images, la télédétection, qu'elle soit électrique, magnétique, le LIDAR, qu'a fait réaliser Corinne sur l'ensemble de ce système portuaire, qui est en quelque sorte une photographie prise à basse altitude par avion qui permet de déceler les micro-reliefs et donc qui montre la présence d'éléments enfouis. D'éléments enfouis, parce que c'est enfoui à combien? Juste, vous avez une idée? C'est très relatif, ça peut être enfoui entre 40 cm voire 3 mètres. D'accord. Et là, il faut des outils adaptés, on ne peut pas creuser... Il faut beaucoup mécaniser, c'est effectivement la difficulté.
Après, il faut aussi maintenir toutes les parois, parce que dès qu'on commence à creuser profond, surtout dans des zones humides, tout est très instable. Et Ça a été le cas à Port-la-Nautique, il y a eu un glissement de terrain. à Port-la-Nautique, on a eu un glissement de terrain, et ensuite, sur les autres chantiers, on a mis des rideaux de pales blanches lorsqu'il fallait aller profond, pour éviter effectivement les éboulements et protéger les fouilleurs. Un dernier site, le dernier site de fouille, pareil, où là les conditions étaient assez compliquées. C'est le site qui est donc au Castellou-Mandirac, où il y a eu de très belles trouvailles également. Une dernière vidéo pour se rendre un peu compte de ce qui a été découvert sur place. Nous sommes ici sur le site de Castellou-Mandirac, qui correspond à l'antique embouchure du fleuve Aude. Donc nous sommes ici entre le 1er et le 5e siècle après Jésus-Christ, sur l'un des ports les plus importants de la Méditerranée. Donc durant l'Antiquité, il faut imaginer autour de nous un paysage extrêmement différent, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau partout, et ils construisent l'embouchure, c'est-à-dire que le fleuve arrive dans la lagune, et pour maintenir ce cours dans la lagune, ils vont construire 2 jetées parallèles. Alors ces jetées donc, forment un canal qui fait 50 mètres de large pour 3,50 m de profondeur. Derrière nous, nous avons donc une partie qui correspond à une digue, donc véritablement quelque chose qui sert à maintenir le fleuve dans son cours. Donc il y a de temps en temps des ruptures dans ces digues, donc des épisodes de crue ou de tempête. Et ici, on est effectivement sur une brèche, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les structures ont été cassées par une crue. Et donc, un bateau qui est également à proximité est abîmé. Et pour colmater cette brèche, ils se servent d'un bateau pour reconstruire la digue. Et le caractère exceptionnel de la découverte, c'est que ce bateau porte encore une partie de son chargement. Et ces amphores témoignent du commerce de Narbonne antique, puisque effectivement le port de Narbonne est réputé comme étant un des ports de transit de toutes les marchandises de la Méditerranée. Donc un dernier site, le site du Castellou-Mandirac, où il y a eu de très très belles découvertes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tout d'abord, tout le canal, l'embouchure de l'Aude qui a été canalisée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment il procédait, à quoi ça servait? Oui, bien sûr. Donc le problème des fleuves correspond dans l'Antiquité au problème actuel, c'est-à-dire que les fleuves ont tendance à vouloir changer leur cours, surtout dans une plaine. Il faut, juste pour, je vous coupe, il faut rappeler quand même que cette zone-là n'avait absolument pas la même configuration qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est à l'aplomb des étangs de Bages-Sigean, c'est ça? Le fleuve Aude, son cours était complètement décalé par rapport au cours actuel, c'est ça? Voilà, les objectifs justement du projet de recherche, c'était de trouver où passer ce fleuve dans l'Antiquité pour trouver le port fluvial. Et ça fait partie des découvertes du Castellou-Mandirac. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, le fleuve Aude, qui est maintenant complètement au nord de Narbonne et qui se déverse du côté de Fleury, se déversait dans l'Antiquité, dans les étangs de Bages et Sigean, juste en dessous de Port-la-Nautique, donc dans la zone du Castellou-Mandirac. Et ce fleuve, dans ce secteur, a complètement disparu après le 5e siècle après Jésus-Christ, au point qu'on avait oublié son existence dans ce secteur. Et c'est à travers le programme de recherche, tout d'abord les photographies aériennes, puis les prospections géophysiques et les fouilles, qu'on a pu mettre en évidence qu'on était là sur le principal port fluvial de Narbonne finalement, puisqu'on est au moment où le fleuve va rentrer dans la lagune dans l'Antiquité, et que ce fleuve a colmaté, on va dire, tout ce secteur. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une zone pas du tout en eau, hein, on est au milieu des champs, alors que dans l'Antiquité, l'eau était partout autour de nous. Alors ce qu'on a mis en évidence, ce sont en fait 2 constructions parallèles qui sont en fait une canalisation du fleuve, c'est-à-dire qu'ils construisent 2 chaussées qui vont encadrer le fleuve pour l'empêcher de sortir de son cours, mais également pour constituer des zones de quai sur lesquelles on peut également décharger des marchandises. C'est ça, des zones de déchargement et donc voilà, trafic maritime, commerce maritime. Tout à fait. Donc là, sur ces structures, on va parler de digues parce que ça sépare le fleuve de la lagune de l'Antiquité. On va parler également de quais parce que justement on décharge les marchandises sur ces structures également. Et on va parler également de chaussées parce que sur la rive droite, on a une voie de halage, c'est-à-dire une route qui est aménagée pour qu'on puisse tirer les bateaux également, certains bateaux fluviaux, jusqu'à Narbonne. D'accord. On a fait des découvertes, des éléments. C'est ça qui est très surprenant, c'est que dans la digue, on a retrouvé des choses très surprenantes, des blocs de marbre, des éléments décoratifs. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Alors, ce qui est toujours très intéressant, c'est qu'il faut toujours situer la zone portuaire par rapport à la ville. Les deux entités sont intimement liées, même si on a 7 km aujourd'hui, mais même dans l'Antiquité, qui séparait la ville de cette zone portuaire. Et en fait, cette zone portuaire, comme aujourd'hui, hein, les crues vont souvent l'abîmer. Et pour la reconstruire, ils vont utiliser des monuments qui sont à l'abandon durant l'Antiquité, au 4e, 5e. Ils recyclent tout simplement. Et pour recycler, ils utilisent quand même du marbre, parce que la parure monumentale de Narbonne était assez merveilleuse dans l'Antiquité. Même là aussi, des auteurs latins nous parlent de Narbonne avec des comparaisons avec Rome. On sait qu'on a par exemple le Capitole. Le fameux Capitole dont on ne retrouvait pas, les traces ou pas grand-chose. On en a retrouvé. Alors là, on le retrouve en petits morceaux dans cette digue, c'est-à-dire qu'ils ont concassé ce marbre pour s'en servir de remblai et pour reconstruire, rehausser finalement ces digues, toujours pour séparer le fleuve de la lagune. Donc tous ces monuments de Narbonne que l'on croyait disparus sont finalement réutilisés, recyclés dès la fin de l'Antiquité, et c'est pour ça qu'on ne les retrouvait pas. Donc là, on a tous les monuments de Narbonne en kit qui sont réutilisés dans ces marécages pour ces digues. Stéphane, est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, Narbonne périclite ? Ou pas du tout? Cette idée qu'on détruise les monuments de Narbonne et qu'on les utilise dans les digues? Ce qui est tout à fait surprenant, c'est la rapidité avec laquelle tout ça a été réalisé. On a l'impression vraiment qu'il a fallu que les autorités municipales répondent très rapidement à un problème majeur, c'est-à-dire la destruction d'une partie des infrastructures et avec des problèmes commerciaux et économiques que ça peut poser pour une ville comme Narbonne. Donc il a fallu rapidement réagir. Et la ville a pris en charge la destruction de sa parure monumentale. Je crois qu'il n'y a pas d'autre exemple dans le monde romain de réaction aussi rapide et aussi grave pour une ville, parce que là, c'était son poumon économique, le port. Hein. Donc on doit beaucoup réfléchir sur l'avenir quand on voit ce genre de choses. On doit s'inquiéter de la remontée des eaux, on doit s'inquiéter des dommages écologiques, parce que nous pourrions être confrontés peut-être dans 20 ans, 30 ans à des phénomènes similaires sur les côtes de Méditerranée. Donc faire de l'archéologie, c'est aussi interroger notre passé pour mieux préparer l'avenir. Ça, c'est très important. Et nous, on est très heureux que la région soutienne ce projet avec le CNRS et l'Université de Montpellier. Même si parfois on a des commentaires, on en a eu un quand on a réalisé un reportage, des commentaires où on nous dit mais c'est de l'argent jeté par les fenêtres, le passé ne nous intéresse pas, créons l'avenir, allons vers l'avenir. En l'occurrence là, c'est ce que vous dites, c'est que aller plonger dans les racines, ça permet de pas prévoir, mais en tout cas s'attendre à... Oui, de se prémunir, et puis aussi ça permet de montrer que Narbonne, c'est une ville qui est fondée sur la diversité culturelle, ethnique, religieuse. Donc je crois qu'il faut aller de l'avant en empruntant au passé ce qui a marché, ce qui a réussi. Mais il faut tenir compte de ces événements passés, parce qu'on doit apprendre du passé, comme on apprend de nos parents, de nos grands-parents. C'est tout à fait normal. Je considère que c'est une chance qu'on a justement d'avoir des institutions et un État qui soutiennent ces démarches. Pour en revenir à cette digue, dont toujours, c'est l'épave qui a été trouvée intégralement chargée, en tout cas, dans cette digue. Une épave un peu fracassée, mais en tout cas une épave dans la digue. Pourquoi ? Que faisait cette épave-là? Alors justement, ça montre le caractère soudain de l'événement qui s'est passé à Mandirac. C'est-à-dire que utiliser une épave pour construire une digue, c'est quelque chose qui est connu. C'est en fait un caisson en bois qu'on va remplir de pierres pour effectivement construire. En revanche, le fait que la cargaison soit en place est complètement anormal. Dans l'Antiquité, on sait qu'on a des groupes qui sont payés pour récupérer les cargaisons. Une cargaison, ça représente une somme et l'armateur va vouloir récupérer sa cargaison. Donc là, si cette cargaison n'est pas récupérée, c'est qu'elle est déjà abîmée. Et donc, effectivement, au moment de la crue, ce bateau qui était au port a été abîmé, la digue a été arrachée, et donc on se sert de ce bateau pour reconstruire. Alors, ce qui est également très intéressant, c'est que ce bateau fait partie justement des bateaux fluviaux qui vont décharger les navires de haute mer. Donc là, c'est un témoignage également d'un instantané de ce qui se passe dans ce secteur, donc du port fluvial de Narbonne. Cette épave a été fouillée, mais elle va être encore plus fouillée. C'est-à-dire que là, on va faire appel à Marie-Pierre Gézégou, qui travaille pour le DRASM, donc la recherche subaquatique et sous-marine. On aurait pu faire le choix d'en rester là avec cette épave. Pourquoi le DRASM va-t-il fouiller plus avant cette épave? Qu'est-ce qu'elle peut signifier?
Alors, ce qu'il faut souligner, c'est qu'effectivement, fouiller une épave en terrestre, parce que là, on est finalement en terrestre, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. D'habitude, on est constamment sous l'eau. Donc là, la première étape, c'était de fouiller déjà la cargaison pour effectivement comprendre. Qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'on est sur une cargaison avec essentiellement des amphores qui viennent d'Afrique du Nord, mais également du Portugal et du sud de l'Espagne. Donc des amphores à huile, des amphores également à salaison de poisson et peut-être des amphores à olive. Donc ça nous montre les relations avec le sud de l'Espagne et très certainement Cadix, qui était un port entrepôt où étaient regroupées ces marchandises et qui partait ensuite vers Narbonne, qui redistribuait également ces marchandises. Donc là, comme je vous le disais, on est sur un instantané de ce commerce. Alors ces bateaux, il y a la cargaison, mais il y a le bateau lui-même. Donc là, c'est tout le travail de Marie-Pierre Gézégou, qui est spécialiste en architecture navale, qui va étudier et démonter petit à petit ce bateau pour comprendre comment il a été construit. Puisque les techniques de construction nous apprennent également beaucoup de choses. Et là, on est effectivement sur un bateau de la fin du 4e ou du début du 5e siècle après Jésus-Christ, au moment où on va changer effectivement de technique. C'est-à-dire qu'on va, dans l'Antiquité, au départ, on construit l'extérieur du navire et après, on construit l'intérieur. Ce qui est l'inverse aujourd'hui. Ce qui est l'inverse aujourd'hui. Et c'est au cours du 5e, 6e siècle après Jésus-Christ constitue ce changement technologique. C'est un basculement. C'est un basculement. Et ça pourrait être un des maillons, cette épave. Ça pourrait être également un des maillons. Après, l'autre intérêt, c'est qu'il y a une technique de construction qu'on appelle la ligature, c'est-à-dire comme si on cousait effectivement une partie du navire. Et là, c'est une technique qu'on connaît entre Narbonne et Empurias. Donc c'est quelque chose aussi qui peut être une technique locale et qui pourrait justement montrer qu'on est sur un bateau qui a été construit soit à Narbonne, soit en Catalogne. Ça permet de mieux comprendre la place de Narbonne, justement, de mieux saisir le poids de Narbonne, la place de Narbonne, dans un système maritime qui est très puissant, puisqu'il n'y a que le commerce maritime à l'époque. Il y a essentiellement le commerce maritime, mais ce qui est intéressant dans cette découverte, c'est de faire le lien avec l'ensemble du bassin méditerranéen et également le sud de l'Espagne. Et là, Stéphane a justement un programme de recherche qui complète très très bien justement ce qu'on est en train de mettre en évidence, toute cette relation avec l'Andalousie notamment, et tout le commerce de l'huile de Bétique. Donc ça s'intègre dans un autre projet, ou en tout cas c'est en lien avec un autre programme? C'est-à-dire c'est totalement, oui, intégré, parce qu'on se connaît, on travaille ensemble avec les recherches qui sont menées dans la vallée du Guadalquivir, à Séville, et puis également à Arles, puisqu'on a dans notre équipe Luc Long également qui dirige les fouilles subaquatiques des Saintes-Maries-de-la-Mer et d'Arles. Et Arles, comme Narbonne, est un des grands ports par lesquels transitent les produits espagnols, notamment cette huile d'olive qu'on va trouver jusqu'en Écosse, jusqu'en Allemagne, jusqu'aux Pays-Bas. Donc ce sont des jalons tout à fait essentiels avec des structures portuaires très différentes, mais également avec des points communs comme la présence de ces embarcations fluvio-maritimes qui servent à décharger les bateaux de haute mer. Donc un programme qui est très large et je crois qui va donner lieu à des rencontres internationales et avec les Italiens, les Espagnols, les Français. Donc c'est la Méditerranée de demain. Oui, alors là, justement, la question qu'on pose souvent, alors il y a peu de personnes qui passent à proximité, en tout cas du site du Castellou, c'est suffisamment reculé par rapport à la route pour qu'il n'y ait pas trop d'allées et venues. Gruissant, Saint-Martin, un petit peu plus. En plus, c'est ouvert, ça a été ouvert au public cet été comme l'année précédente. Il n'empêche que la question que nous posent souvent les visiteurs, c'est « et qu'est-ce qu'on fait après ?» de tous ces chantiers de fouilles, de tout ce qui a été trouvé? Il y a bien entendu un travail des chercheurs pour essayer de reconstituer l'histoire, mais comment on valorise? On ne peut pas forcément valoriser sur site. Alors tout à fait, il y a des sites qui sont tout à fait présentables au public, c'est le cas de l'île Saint-Martin, parce qu'effectivement, là, les vestiges sont hors d'eau et sont très très bien conservés. Et la difficulté des sites comme le vivier de Port-la-Nautique ou encore des fouilles du Castellou-Mandirac, c'est que dès qu'on passe le 15 septembre, les eaux remontent et on se retrouve complètement dans l'eau. D'ailleurs, pour la fouille de l'épave, ça va être terrible à fouiller. C'est-à-dire qu'il faut humidifier tout le temps, il faut sortir, enfin voilà, c'est vraiment très compliqué comme milieu. C'est compliqué parce que pour travailler, il faut assécher, mais en même temps garder l'humidité pour pas que le bois sèche et se détruise. Donc effectivement, il faut un certain équilibre. Alors pour la valorisation,
justement, alors il y a souvent les journées du patrimoine sur lesquelles on fait effectivement une forte activité par rapport aux conférences ou une ouverture là ponctuelle auprès du public. Et après, pour les sites qui ne sont pas présentables, c'est effectivement une valorisation qui va se faire dans le cadre muséal et qui permettra de présenter les sites, mais également tous les vestiges, tout le mobilier qu'on retrouve, tout ce matériel, à la fois les céramiques, mais les restes de poissons, les restes de graines et tout ce qui va avec. Là, la place, c'est la place du musée régional de la Narbonne antique. Là, pour le coup, les découvertes qui ont été faites tout autour de Narbonne vont être valorisées dans ce musée dont les travaux vont bientôt démarrer. Ambroise, vous êtes le conservateur de ce musée qui ouvrira au printemps 2016. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement sur ce musée pour le présenter généralement et puis ensuite plus précisément sur la partie qui soit consacrée au port antique? Alors écoutez, c'est un projet de musée qui est ambitieux, qui a été lancé il y a 3 ans maintenant et qui a pour ambition de revaloriser l'ensemble du patrimoine antique de Narbonne, un patrimoine qui est riche mais méconnu aujourd'hui, puisque on a affaire à une cité qui à l'époque romaine était équivalente ou même plus importante que certaines grandes villes du sud de la France comme Nîmes ou Arles, mais dont les vestiges sont aujourd'hui invisibles, en tout cas du grand public. Et, il y a quelques éléments au musée des lapidaires, au musée lapidaire de Narbonne. Il y a quelques... Aujourd'hui, il existe 2 musées, dont un qui est effectivement le musée lapidaire, où sont exposées des collections étonnantes, une collection de pierres romaines, une des plus importantes de France, mais qui est exposée de manière assez simple, en tout cas de manière un peu valorisée. Et notre ambition, c'est de rassembler tout ce patrimoine, toutes ces collections, dans un nouveau musée qui sera construit donc dans les prochaines années, et de raconter l'histoire de cette cité romaine dans toutes ses dimensions, et notamment bien sûr dans la dimension portuaire, puisqu'effectivement Narbonne a été un port très important, et ce rôle de plaque commerciale a joué notamment dans l'importance qu'elle a eue tout au long de l'histoire. Comment ça va se présenter concrètement, le musée? Il y aura une section entièrement consacrée au port antique. Et là, qu'est-ce que vous allez pouvoir présenter? Alors, effectivement, nous avons prévu une des séquences du parcours qui sera composée de 5 séquences. Une sera consacrée au port, à la fois aux structures portuaires, aux acteurs du commerce, aux objets du commerce, mais également aux navires. Et une des difficultés que nous rencontrons, c'est de réussir à rendre l'originalité de ce port, qui est en fait un port très étendu, puisqu'il est, comme vous l'avez compris, les Romains ont investi toute une zone lagunaire avec plusieurs structures qui se complétaient l'une l'autre, et nous voulons bien faire comprendre cela, et donc nous réfléchissons actuellement à mettre en place des outils qui feront comprendre cela et qui montreront l'échelle énorme de ce port et son mode de fonctionnement. Et un des outils principaux que nous voulons utiliser est un système de cartographie interactive oui. Et animée, qui permettra de présenter les différents points que nous connaissons aujourd'hui, mais tout en gardant à l'esprit que d'autres sites vont bientôt sans doute être découverts, ou en tout cas que la connaissance va s'enrichir au fur et à mesure des années pour mieux comprendre l'ensemble de ce système complexe. Et un des autres choix que nous avons fait, c'est de présenter ce port, mais également justement de présenter l'aventure humaine et archéologique que constitue la recherche, puisque nous avons la chance de suivre justement une équipe d'archéologues qui travaille depuis 3 ans et qui va continuer. Et notre but est de présenter au public les différents spécialistes, les différentes techniques de l'archéologie et comment elles contribuent à faire avancer notre connaissance du port. Le musée sera ouvert aux chercheurs, de toute façon, ouvert aux étudiants, et fera une large place justement à ce travail-là. Voilà, parce qu'effectivement l'idée est d'en faire plus qu'un simple musée, un lieu ouvert à la recherche, donc qui soit également un centre de recherche équipé d'espaces, de lieux d'études des collections, de lieux aussi pour travailler sur la restauration de certains types de collections, notamment des enduits peints, et bien sûr des espaces de consultation, de documentation et d'accueil des chercheurs. Un musée qui a été conçu par quelqu'un de très connu, Norman Foster, qui a notamment fait le Carré d'Art à Nîmes. Il a une particularité, du coup, ce musée, c'est pour présenter toute cette collection de pierres. Il va y avoir un mur, une cloison. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est très, très spécial. Hein, oui, tout à fait. C'est vrai que le choix qui a été fait de l'architecte est justement de valoriser de manière spectaculaire la collection de lapidaires dont je parlais tout à l'heure. Et le choix qu'il a fait, c'est de rassembler ces blocs sous forme d'un grand mur qui traversera le bâtiment sur toute sa longueur, et qui sera en même temps animé de dispositifs interactifs, dispositifs vidéo, et qui permettra aux visiteurs de comprendre l'originalité de cette collection et la force qu'elle peut représenter dans l'imaginaire pour l'époque romaine. Un musée qui ouvrira en printemps 2016, pardon.
Donc là, 2 ans de travaux qui vont démarrer l'an prochain. Voilà. Et donc on a effectivement un programme de travail important qui nous attend pour arriver à l'ouverture au public que nous espérons en 2016 et qui nécessite encore effectivement à la fois un travail donc bien sûr de construction du musée, mais également la préparation de l'ensemble des collections qui sont riches, qui sont nombreuses, afin de pouvoir les présenter au public dans de bonnes conditions. Corinne, Stéphane, il y a une nouvelle convention qui vient d'être signée, donc 2014-2016 entre la région et le CNRS. Les fouilles s'arrêteront un jour. Est-ce qu'on peut dire un jour que les fouilles s'arrêtent? Est-ce qu'on arrête de chercher? Non, non, la recherche est toujours en cours et il y en a pour plusieurs générations, je crois. Après, tout est une... Vos enfants, vous êtes narbonnaise en plus, donc c'est narbonnaise. l'avantage, alors que Stéphane, non, il est pissé noir. Mais après, c'est une volonté collective. Hein. Effectivement, il faut que le CNRS continue à travailler sur ce programme et qu'on ait également toujours le soutien des collectivités, ce qui est le cas aujourd'hui. Et on espère également à l'avenir pour pouvoir continuer. Et ce qui nous intéresse également, c'est ce qu'on a vu avec Ambroise, c'est-à-dire l'interactivité avec un musée, avoir effectivement un lieu où on peut travailler dans de très bonnes conditions et puis très vite livrer au public nos découvertes. On peut dire, en tout cas moi je tiens à ce que vous disiez une dernière chose, pour les gens qui trouvent des vestiges, parce que ce qu'on disait, il y avait un archéologue qui me disait, dans la région, il suffit qu'on creuse un trou tous les mètres et on trouve quelque chose, on trouve des vestiges. Quand on trouve quelque chose ou quand on passe à proximité d'un chantier, ça rime à rien de prélever et ça peut plutôt faire des dégâts et vous enlever des éléments de compréhension. Donc quel comportement ? Alors déjà, effectivement, il faut éviter sur les sites archéologiques et ailleurs d'ailleurs toute activité de détectorisme qui effectivement nous enlève des éléments de compréhension par rapport au site. Et si on trouve un site archéologique qui n'est pas connu, le déclarer au service régional de l'archéologie, c'est-à-dire au ministère de la Culture. Merci à tous les trois. Et surtout, bon programme de fouilles. Rendez-vous l'an prochain pour en savoir un petit peu plus sur ce que vous avez découvert et rendez-vous en 2016 pour le lancement, l'inauguration du musée. Eh oui, Virginie, merci à vos invités d'avoir été avec nous. Alors nous, on est ensemble encore toute cet après-midi parce que ce soir, c'est la nocturne. Ce sera le show avec une formation musicale montpelliéraine ici à découvrir. Dans quelques minutes, ce sera le jeu, Destination Languedoc-Roussillon, puis l'atelier onologique animé par Dominique Laporte. Merci madame, merci messieurs. Merci Virginie pour cette belle chronique. Merci Jean-François. À tout à l'heure.